Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième cours de système embarqué 2. Aujourd'hui, on va aborder les systèmes d'exploitation. Après une introduction, on va voir le concept de thread et de processus. Et puis ensuite, on verra les composants d'un noyau, qu'est-ce qui forme un kernel d'un petit operating system. Et puis on va voir comment on en implémente certains. Donc au niveau du principe, un- quand on fait tourner un programme, quand vous avez une application, c'est rare que l'application elle fasse qu'une seule chose. C'est rare de faire un programme juste une lettre qui clignote par exemple. On va faire en général un programme un peu plus compliqué ou un système embarqué il sera en général un peu plus complexe. Si on peut prendre l'illustration d'un automate, par exemple un automate à boisson, on va avoir plusieurs tâches qui doivent être faites. Par exemple, on peut avoir une première tâche qui est là pour gérer la température. Si vous avez un frigo, on doit, si la température arrive trop haute, il faut qu'on enclenche le frigo et dès qu'elle est de nouveau bonne, on doit le déclencher. Donc, on va faire une tâche qui va gérer ça. On aura une tâche aussi qui va gérer l'interface avec l'utilisateur. Typiquement, le fait de mettre de l'argent dans la machine pour incrémenter un compteur, d'afficher le compteur, et puis de pouvoir choisir sa boisson, ça va être une tâche qui peut être ça. Puis après, on peut avoir une autre tâche, par exemple, qui va gérer les différents moteurs, qui permettent de monter le bras et puis de distribuer votre boisson que vous avez choisi. Donc ces différentes tâches qui vont tourner sur un système, sur une application traditionnelle, peuvent être réalisées de différentes manières. Une première manière de faire, c'est d'employer le simple control loop ou le single control loop, on peut dire les deux. C'est que c'est une boucle, c'est une grande boucle, une seule grande boucle qui va régulièrement faire du polling et regarder ce qu'il faut faire. Si alors par exemple, on va regarder la température, si elle est bonne, on fait rien, puis après on regarde est-ce que l'argent a été mis, puis on continue, et puis on vérifie si on doit arrêter un moteur ou démarrer un moteur, et puis on fait des petites tâches comme ça en boucle ou séquentiellement, puis dès qu'on est à la fin, eh ben on recommence et puis on reteste tous nos systèmes. Par exemple, si on peut implémenter une state machine avec ça, une machine d'état, et puis la boucle, elle va simplement faire avancer les états et puis savoir qu'est-ce qu'on doit actuellement faire. Une autre manière d'implémenter une application plus complexe, c'est de la faire réagir à des interruptions. Ça veut dire que la température, si on prend l'exemple de notre distributeur à boissons, si la température devient trop élevée, on a une interruption dans le système qui arrive, et puis le système il va réagir à l'interruption pour faire ça. La même chose, si quelqu'un met une pièce dans l'automate, ça fait une interruption qui va appeler une routine qui pourra traiter cet événement. Ou si un moteur arrive en butée parce qu'il a fait la course qu'il devait faire, là aussi, il fait une interruption et le système réagit par rapport à ça. Donc là, ça peut être une deuxième manière d'implémenter votre système, c'est de faire uniquement, d'employer le mécanisme d'interruption qu'on a vu au cours précédent pour réaliser toutes les fonctionnalités. Et la troisième, c'est celle qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est d'employer un système multitâche, c'est-à-dire on va faire des tâches, chacune de ces opérations ou chacune de ces activités qu'on a dans le système, on va l'implémenter sous la forme d'une tâche, d'un thread ou d'un processus et qui va être responsable de faire quelque chose. Par exemple, on peut avoir le thread qui est responsable de la température, qui lui va mesurer la température, il va voir si elle est bonne, il attend par exemple 10 secondes, parce qu'il ne doit pas forcément faire ça toutes les microsecondes, il se met en pause pendant 10 secondes, puis dès qu'il revient, il vérifie, et puis il se remet en pause, puis il revient, et puis les autres tâches, eh ben, elles font toutes la même chose, elles vont toutes avoir leur job. Donc ça permet, un système comme ça nous permet de structurer une application complexe en plusieurs petites tâches, plusieurs petits threads qui vont tourner sur la machine, et puis ça nous donne une jolie structure dans le programme. Ça permet aussi facilement de modifier une des tâches ou de rajouter des tâches dans le système sans devoir tout casser ou tout devoir comprendre comment ça marche. Ça rend le système beaucoup plus modulaire, beaucoup plus flexible. C'est vraiment une technique, une manière qui est super intéressante d'implémenter des applications. Et même si ça fait un peu peur de dire on va faire un système multitâche sur un système embarqué, ben vous allez voir que dans beaucoup de cas, un système multitâche il sera plus simple qu'un gros système monolithique avec une seule simple control loop. Si on prend la plupart des systèmes qu'on a aujourd'hui, les systèmes traditionnels, c'est tous des systèmes multitâches. Ils peuvent tous faire tourner des tâches, plusieurs tâches sur une machine. Et on peut trouver des OS propriétaires dans lesquels il faut payer des licences pour les employés. Un des plus connus, c'est VxWorks, qui permet d'avoir dans un milieu industriel des systèmes qui vont tourner comme ça de manière multitâche.
Puis dans les OS libres, on a Linux qui est très connu, mais Linux, ça demande quand même une infrastructure assez grande, quoi. On peut faire tourner Linux sur le BeagleBone Black, mais on n'a pas, nous, décidé de le faire. On va utiliser le BeagleBone Black en ce qu'on appelle bare metal. On va mettre aucun OS dessus, ou si on a un OS, ça sera le nôtre. Et pour des plus petits systèmes, par exemple pour des petits Cortex M3, M4, des tout petits systèmes, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir avoir un Linux. Le système il est pas assez gros pour faire tourner un Linux. Dans ce cas-là, on a des alternatives comme FreeRTOS ou EmbedOS qui sont des OS libres qu'on peut également utiliser dans notre petit système embarqué. On a deux grandes familles, et ça on l'avait déjà vu aussi dans le cours d'OS, deux grandes familles d'OS. On a des systèmes multitâches qui sont coopératifs, où dans ce cas-là, chaque thread est responsable de donner la main au scheduler quand il a fini son travail ou quand régulièrement il doit donner la main. Personne ne peut l'interrompre, c'est lui qui doit être capable de donner la main. S'il décide de faire une boucle sans fin et puis de jamais donner la main à personne, eh ben, le système sera bloqué. C'est les activités qu'on va faire, les tâches qu'on va faire, elles sont normalement toutes, elles sont coopératives comme leur nom l'indique, et elles coopèrent avec les autres. Donc ça veut dire que si le programme il a fait une partie de sa boucle, eh ben, il va donner la main à d'autres, il va dire ok, ben maintenant je laisse à d'autres faire leur job, et puis je reprendrai la main plus tard pour finir ce que j'ai commencé. C'est la forme la plus simple parce elle demande quand même beaucoup moins d'implémentation pour faire ça. Par contre, le problème, c'est que vu que on part sur le bon vouloir de tous ces processus qui tournent sur la machine, le partage des ressources, il peut être assez inefficace. Certains processus, certains threads peuvent prendre tout le CPU pour eux et jamais leur donner. Et puis, on peut avoir des grandes latences sur les événements parce que le temps que je revienne, eh ben, je suis dépendant de tous les autres, de toute la bonne volonté des autres pour recevoir le CPU. Et donc la deuxième grande famille de systèmes multitâches, c'est les systèmes préemptifs. On avait vu dans le cours d'OS qu'un système préemptif, ça veut dire qu'on a la capacité de l'interrompre pendant qu'il fait son travail et de le forcer à céder la main. Et dans ce cas-là, c'est la forme la plus moderne d'ailleurs aussi. On utilise un timer souvent qui va signaler à l'OS en disant maintenant c'est l'heure, il faut l'arrêter celui-ci pour que quelqu'un d'autre puisse tourner. Et puis c'est ce système de préemption qui va faire que l'OS va arrêter le processus qui tourne et le faire donner la main à quelqu'un d'autre. Le système il est plus robuste aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bloquer le système complet avec une seule tâche qui donnerait jamais la main, vu qu'on les interrompt systématiquement. Et il est aussi plus réactif, parce que le temps, on peut choisir, nous, à quelle période on veut interrompre le processus, ce qu'on appelait le quantum, le temps qu'on donne à disposition maximum qu'un processus peut tourner. Dès qu'il a atteint son quantum, on l'arrête et puis on fait tourner quelqu'un d'autre. Donc on peut être beaucoup plus réactif avec ça, parce qu'on sait que si on a n processus, après n quantum, on aura systématiquement le CPU pour nous. Et dans cet exemple-là, chaque processus a un peu l'illusion d'avoir le CPU pour lui tout seul, parce que même si les autres tournent au fur et à mesure, ben lui, il a rien besoin de faire de spécial pour pouvoir donner la main aux autres. Il n'a qu'à faire son job, il n'a qu'à faire sa boucle s'il veut, et puis tout va fonctionner de manière très élégante parce que c'est l'OS qui va faire le travail. Mais ça demande un peu plus de travail quand même, c'est une complexité qui est plus grande de faire un système préemptif. C'est pour ça que dans notre exemple, nous, dans les TP, on va plutôt choisir de faire un modèle coopératif qui sera beaucoup plus simple et plus réalisable pour vous. Donc voilà, si maintenant on regarde la deuxième partie, donc c'était les différents composants d'un noyau. Donc ce qu'on appelle le noyau, le kernel, c'est vraiment les éléments de base de l'OS qui vont gérer les activités, les tâches, la mémoire sur une machine. Et les 7 composants principaux d'un noyau, ça peut vous demander un travail écrit ou un travail oral, ça d'ailleurs, je vous encourage à étudier ça et à bien savoir ça. Donc les 7 composants d'un noyau sont tout d'abord les processus et les coroutines, ou les tâches, qui est simplement le fait de pouvoir définir différents processus ou différentes tâches sur une machine. Le deuxième, c'est l'ordonnanceur. Ça veut dire que c'est la partie de l'OS qui va choisir quel est le thread suivant ou le process suivant qui peut tourner lorsque on décide de changer de processus. Ensuite, on a également un compteur périodique, un timer.
L'idée, c'est qu'on ait une base de temps dans notre OS, qu'on puisse par exemple se mettre en pause pour 10 secondes, qu'on puisse mesurer le temps qu'il y a eu entre un certain événement et un autre, implémenter des timeouts. C'est vraiment important qu'on ait ça. Indépendamment qu'on ait fait un système préemptif ou pas, d'avoir un compteur périodique, c'est toujours intéressant. Ensuite, vu qu'on a des processus qui vont tourner, il faut qu'on ait un moyen d'échanger de l'information entre ces différents processus. Et pour ça, par exemple, on peut employer des boîtes aux lettres, on peut utiliser des pipes, on peut utiliser différentes techniques, mais c'est juste l'OS mettra à disposition ce qu'il faut pour que les processus ou les threads puissent échanger de l'information entre eux. Puis ensuite, il faut qu'on puisse synchroniser nos processus, éviter les deadlocks, éviter des race conditions. Et pour ça, on va utiliser des mécanismes de synchronisation tels que des sémaphores ou des mutex. Un OS devra aussi vous mettre à disposition de la gestion de la mémoire. Quand vous allez faire, vous, un malloc, ou l'exemple de Java, si on fait un new, quelque part, il faut qu'on vous donne de la mémoire pour pouvoir mettre votre objet ou la mémoire que vous avez demandé, et ensuite la libérer, soit le garbage collector dans Java, soit le free dans C. On a vu ça aussi dans l'OS, différentes techniques pour gérer la mémoire. Et puis ensuite, on va avoir le 7e composant du noyau. Ça sera un mécanisme de gestion d'interruption. Vous l'avez déjà fait dans le cours précédent ou dans les premiers TP. C'est la méthode qui permet d'utiliser ces on-events, qui permet de gérer, d'accrocher les événements à un niveau plus élevé, au niveau du C dans notre exemple, de ne pas devoir s'inquiéter au niveau du bas niveau, les registres et ce qui va se passer. Il suffit simplement de dire on event, on accroche un événement, un handler à un événement et le travail se fait. Donc ça, on a déjà fait aussi. Donc si on regarde maintenant, revenons à ce premier point qui sont les processus. Quand on parle de processus ou de process, là je fais la différence maintenant entre processus et thread. Donc là, quand on parle d'un processus, un processus est composé de 3 choses. On va avoir du code. Chaque processus va avoir son code, chaque process va avoir son code, chaque process va avoir ses données, et les process vont avoir un moyen de communication entre eux. Ici, le process 1 a son code, le process 2 a aussi son code, le process 1 va avoir ses données, le process 2 va avoir ses données. Et les deux ne peuvent pas avoir ni le code ni les données des autres. Donc, on a une isolation qui est faite entre ces deux processus. Et ça, on l'a vu dans le cours d'OS, comment on réalise cette isolation avec la MMU et avec ce concept de mémoire virtuelle. Et donc pour échanger, pour pouvoir communiquer entre eux, ces systèmes-là ont besoin de mécanismes de communication. Soit l'OS peut mettre à disposition des shared memory. Ils ont leurs données, ils ont leur mémoire quand même, chacun la leur, mais on peut imaginer qu'on ait de la mémoire partagée. Ou on peut imaginer d'avoir des fichiers, par exemple, pour partager des données aussi. On peut imaginer les pipes. Ça, si vous vous rappelez dans le cours d'OS aussi, quand on écrivait des commandes avec la barre verticale dans le shell, on implémentait un pipes avec ça, et puis la donnée qui sortait d'un allait dans l'autre. On a aussi ce concept au niveau de l'OS. On peut lui dire, là, je fais un pipe, parce que j'écris d'un côté, je le récupère de l'autre. Ou on peut avoir des sockets, par exemple, des réseaux, un port TCP ou un port UDP, qui permettra aussi d'échanger les données entre nos différents processus. Donc là, vous avez encore une fois l'explication en texte. Donc le processus qui se compose de code. Si deux programmes font la même chose, je vous ai dit que les codes pouvaient être différents dans les deux programmes. Ici, le code que j'avais dans le process 1 n'était pas forcément le même que dans le code 2, mais ça peut être aussi le même, c'est pas impossible que ce soit le même. Et dans ce cas-là, si les programmes emploient des bouts de code qui sont les mêmes, on ne va pas charger en mémoire le programme 2 fois, vu qu'on ne peut pas le modifier et puis qu'il est en read-only le programme. Donc là, on peut utiliser des shared libraries pour économiser de la mémoire, et puis on le charge effectivement qu'une seule fois. Par contre, les données, elles seront propres à chaque processus. On parle de own virtual memory. Chaque processus aura sa propre mémoire virtuelle. Et ça, on le fait grâce à cette mémoire virtuelle et au MMU. Et puis, la communication, on parle souvent de IPC, Inter-Process Communication. Et ça peut être fait, comme on avait vu juste avant, des shared memory, des pipes, des sockets. Maintenant, les threads. Donc ça, c'était les processus. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les threads? En fait, les threads,
on les appelle aussi des fois des lightweight process, et les threads existent à l'intérieur d'un processus. Ça veut dire que du moment qu'on a un thread, on a aussi le code, mais le code de tous mes threads, c'est le même. Contrairement aux processus qui souvent ont leur propre code, dans le cadre d'un thread, chaque thread va faire le même code. Ou tous les threads d'un processus donné tournent le même code. Pas forcément la même routine, pas forcément au même endroit, mais ils ont le même programme. C'est possible qu'un thread appelle la routine A et un autre thread appelle la routine B. Ça, c'est pas un problème. Mais ils appellent les routines A et B du même programme. Ensuite, l'autre différence aussi, c'est que les données aussi, on les a une fois. Les données sont dans le contexte du processus. Ça veut dire que tous les threads qui vont tourner ont accès aux mêmes données, avec les risques de race condition et de deadlock qu'on peut connaître. Par contre, chaque thread va avoir sa propre stack. Encore une fois, vu que chaque thread peut exécuter une partie différente du code, ils peuvent exécuter des procédures différentes du code, donc ça veut dire qu'ils ont quand même leur contexte dans lequel ils se trouvent actuellement pour implémenter leur code, qui est leur stack, et ils ont une stack unique. Donc, mais si le code est partagé et si les données sont partagées, la stack n'est jamais partagée, chaque thread à l'intérieur d'un process a sa propre stack. Et les threads n'existent que à l'intérieur d'un processus. On ne peut pas avoir des threads qui n'ont pas de processus parce que le code et les données viennent du processus. Donc là, vous avez encore une fois l'explication en texte, l'explication que le code est le même pour tout le monde. Les données sont partagées aussi. Par contre, chaque thread va avoir sa propre pile. Les threads, tout comme les processus, peuvent être dans des états bien précis. On avait vu également ce diagramme ou un diagramme similaire dans le cours d'OS. Lorsqu'un thread est créé, on va le mettre en mode ready ou runnable. En général, lorsque le thread il est créé, il n'est pas automatiquement running. Il va être en mode ready. Et puis sur notre système, on va en avoir un et un seul qui est à la fois running. Un seul thread sera running dans notre système. Parce qu'on a un système où on va implémenter un seul cœur. Si vous avez un système multicœur, on peut en avoir plusieurs, mais dans l'exemple que nous, on va implémenter, pour notre cours ici, on va avoir un seul thread qui est running. Et donc, si on en crée plusieurs, ils vont tous être créés dans ce mode ready. Et le rôle si on a un système coopératif, alors le thread qui est actuellement running, il pourra appeler la méthode yield. Puis dans ce cas-là, en appelant la méthode yield, le thread running va se mettre avec les autres qui sont ready. Et puis le scheduler va choisir un de ces process qui est ready pour le mettre en running. Mais à un moment donné, on n'en aura qu'un seul qui est running. Donc le yield, c'est ce qui fait l'échange entre les deux. Ça prend celui qui est running, ça le met ready, et ça en choisit un autre qui est ready pour le mettre running. Alors s'il n'y a personne qui est ready, s'il est seul, ben, il va rester, mais c'est la possibilité de... C'est là justement où se passe la coopération. Si c'est un système préemptif, c'est l'OS qui fait ce changement, et si c'est un système coopératif, comme on va le faire nous, c'est le fait d'appeler cette méthode yield qui va faire le changement. Mais un process qui est running peut aussi aller en mode bloqué. Si par exemple, il attend sur une ressource, il attend sur un événement, il attend qu'un sémaphore soit levé, il attend qu'un paquet réseau arrive, il attend qu'un événement soit là. Donc dans ce cas-là, il va être en mode bloqué. Il ne peut pas aller directement de ready à bloqué. Il ne peut pas parce que pour être bloqué, il doit faire quelque chose qui le bloque. Donc il doit être en running. On n'arrive de bloquer que depuis running. Et si l'événement est disponible, il était bloqué, par exemple le sémaphore devient disponible, dans ce cas-là, on va le mettre aussi en ready. On ne le met pas en running. Dès qu'on débloque un processus, ça ne veut pas forcément dire qu'il a tout de suite la main. On va plutôt le mettre d'abord en ready, et puis ensuite, ça sera le scheduler qui décidera quand il aura le droit de devenir en running. Et puis dans tous les cas, on peut les killer, on peut tuer les processus et puis les mettre en mode terminé. Et ça, on peut tuer le processus qui est running. Il peut par exemple choisir un processus bloqué et le tuer. Donc on peut arriver dans l'état tué depuis tous les états qu'on avait avant. On parle aussi d'un état zombie. L'idée, c'est que
ou quand on va tuer un processus ou quand il va terminer, on va pas tout de suite nettoyer. On va juste lui dire, OK, toi tu es mort, mais il est un peu un mort vivant parce qu'il est encore là. Il est mort, il fait plus rien, mais il n'a pas encore été détruit. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que sur une machine, lors d'un cycle, régulièrement, on va analyser tous les processus terminés et ceux qui sont terminés, donc tous les zombies, on va les nettoyer de la machine. Donc si à un moment donné vous regardez sur une machine et puis vous avez un zombie, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que le zombie reste et qu'il ne soit pas nettoyé par l'OS. Dans ce cas-là, ça veut dire que votre OS a un bug. Mais normalement, le fait d'avoir un ou deux ou trois zombies sur une machine à un moment donné, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça veut dire que le processus est terminé, mais il n'a pas encore été, on n'a pas encore eu le temps de nettoyer la mémoire ou nettoyer les ressources qu'il utilisait. Ok, donc si maintenant on regarde ce qu'on entend par le contexte d'un thread, qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur d'un thread pour qu'on puisse fonctionner? On a des ressources globales qui sont les données et le code, ça c'est ok, tous les threads vont avoir le même, et puis on n'a pas besoin de les dupliquer ou de les copier, ils sont là pour tout le monde, on n'a pas besoin de les gérer, c'est pas un souci. C'est global à tout le monde. On a vu que chaque thread avait sa propre stack. Donc là aussi, quand un thread fonctionne, il a accès à sa stack, son registre, son stack pointer pointe sur sa stack, et puis il peut employer sa stack comme il veut. Et puis quand je vais avoir un autre thread, il aura sa propre stack, il pourra aussi faire comme il veut. Dans la, dans la stack, on va avoir les paramètres avec lesquels on a été appelé, les paramètres des routines qu'on veut appeler ensuite après, et puis également les variables locales. Et on a également des ressources partagées qui sont les registres du microprocesseur. Là, ces registres, j'en ai pas tant que j'en veux. J'ai un nombre limité de registres, et puis je ne peux pas dire le thread 1 emploie les registres 1 à 3, et puis le thread 2 emploie 4 à 5. Je ne peux pas allouer des registres comme ça fixes à mes threads, déjà parce que j'en ai pas assez, j'en ai que très peu, et si j'ai beaucoup de threads, ça ne marcherait pas. Et puis l'autre chose, c'est que je ne peux pas allouer ça de manière, je ne sais pas au début combien j'en aurais, donc combien je peux employer de registres. Donc ça ne marcherait pas. Ce qui va se passer, c'est que ces ressources partagées ici, qui sont ces registres, eh bien, je vais devoir les sauver quelque part. Je vais devoir les mémoriser. Quand je vais passer d'un thread à l'autre, quand je vais faire un yield pour décider qu'un autre puisse passer, dans ce cas-là, mes registres que j'utilisais jusqu'à maintenant, je vais devoir les sauver dans une structure, dans la mémoire. Et quand je vais revenir, alors je vais récupérer ça. Je vais faire une copie de tous mes registres en mémoire. Et puis, si je donne la main à un autre, alors je lui prends maintenant depuis sa mémoire à lui, je mets les registres à jour par rapport à ça. Et puis, il va pouvoir tourner. Donc, ces registres, vu qu'on les a qu'une seule fois, on est obligé de garder les registres actifs pour le processus qui est actif. Et quand on va changer, on doit copier ces registres dans une structure et les récupérer après. Lorsqu'on va faire tourner un thread, ou quand on démarre un thread, souvent, les threads, c'est des boucles sans fin. C'est des programmes comme ça, c'est un while 1 et ça fait quelque chose. Et ici, dans le do something, on va avoir à un ou plusieurs endroits, on va appeler des yields qui vont justement permettre de donner la main aux autres, si on a un système coopératif. Et puis le programme, donc il va faire sa boucle, il va faire son job. Si on fait la température, le do something, ça va être mesurer la température. Si c'est plus grand que la limite, alors on enclenche le frigo et puis on fait un yield. Puis comme ça, on fait notre pic, on va revenir. Et puis la boucle, elle tourne tout le temps comme ça. Sur un système Linux ou sur un système Windows, comme vous avez chez vous, souvent vous démarrez un processus qui va démarrer les threads, qui vont peut-être démarrer, se terminer, redémarrer. Ça sera très dynamique. Mais sur un système embarqué, la plupart du temps, les threads sont démarrés lorsque l'application démarre. On démarre tous les threads et puis les threads tournent en boucle et elles attendent simplement de pouvoir travailler, elles attendent leur tour pour pouvoir faire leur job. Mais c'est rare qu'un thread termine. C'est pas impossible, vous pouvez réaliser un système avec des threads qui démarrent et qui terminent, mais souvent les threads sont simplement implémentés sous la forme d'une boucle comme ça. Si un thread doit attendre sur un sémaphore ou sur un timer, dans ce cas-là, c'est pas grave. Il va simplement se mettre en attente et c'est le scheduler qui va pas lui donner la main. Le scheduler, il va l'ignorer quand il va chercher un nouveau thread et puis il prendra un suivant. Mais par contre, votre programme, il est toujours réalisé sous la forme d'une boucle sans fin. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va changer de contexte? Supposons qu'on se trouve maintenant
dans le thread numéro 1, et puis le thread numéro 1 décide de faire un yield, et puis l'ordonnanceur, il dit, OK, ben ça va être le thread numéro 2 qui peut tourner maintenant. Donc, alors, moi, j'ai ma stack, et j'ai mes registres que j'utilise actuellement sur le processeur. Lorsque je vais faire le yield, l'OS va décider de faire un changement de transfert. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, alors, tous tes registres que toi, tu utilisais, que le thread 1 utilise, on les sauve dans de la mémoire. Cette mémoire ici, on l'appelle souvent le TCB. Et dans les exemples qui suivent, vous allez voir, ça s'appelle le TCB. C'est pour le Thread Control Block. C'est un bloc de mémoire qui est là, dans laquelle on sauve des indications ou des paramètres du thread. On a les registres, mais on a encore d'autres choses dans le TCB, typiquement l'état. Est-ce qu'on est running, est-ce qu'on est ready, est-ce qu'on est waiting, ou d'autres paramètres qu'on verra plus tard qu'on stocke dans ce TCB. Donc, du moment qu'on décide de faire un changement de contexte, les registres qui sont actuellement live sur le processeur, je les sauve dans le TCB. Et ça, je dois le faire en assembleur. Je ne peux pas le faire en C. Accéder au registre, c'est une opération bas niveau. On doit la faire en assembleur. Puis ensuite, une fois que j'ai changé le contexte, le running était avant ici. C'était ce thread-là qui était running. Puis maintenant, l'ordonnanceur, il dit, OK, ben maintenant, c'est lui qui devient running. Donc, on va changer ce contexte. Et puis, avant de retourner et puis qu'il puisse tourner, on va récupérer tous les registres dans le TCB du thread 2 et on va les copier dans le processeur. Donc, on va réinitialiser tous les registres du processeur avec ce qui avait été sauvegardé pour le thread numéro 2. Et puis ensuite, c'est lui qui va pouvoir tourner. Et puis quand lui va refaire un yield plus tard, quand le process 2 décide de refaire un yield, alors de nouveau, il resauve ses registres dans le TCB, il fait le changement, on récupère du TCB les registres du processus, du thread numéro 1, on les met dans le processeur et on relaisse tourner le 1. Donc c'est vraiment ça l'idée de ce changement de contexte, cette commutation de contexte, ce context switch qu'on a ici en haut, qui va consister en sauver les registres dans le TCB, changer le running de là à là, de lui dire maintenant le nouveau running c'est celui-ci, et récupérer les registres qu'on avait sauvés du thread 2 pour les remettre dans le processeur. Vous avez ici l'explication de ce changement de contexte qui sont ces 3 étapes. Sauvegarde des registres dans le TCB, changement du TCB qui est actuellement running et restauration de l'état du processeur par rapport au nouveau TCB. Quand on va créer un thread pour la première fois, quand on va initialiser un thread, on va essayer de faire, pour éviter de devoir dupliquer du code et puis de faire des choses un peu spéciales, on va imaginer que on va utiliser le même mécanisme que le transfert, que le changement de contexte pour initialiser la première fois qu'un thread fonctionne. Et l'idée, en fait, c'est on va utiliser une sorte de wrapper ici, qui est ce kernel thread startup. Et ce kernel thread startup, c'est une fonction. On lui donne comme... Il a 2 paramètres. Le premier, c'est un pointeur sur void pour des paramètres qu'on veut donner ensuite au thread. Et le deuxième, c'est le thread lui-même. Puis cette routine-là, ce programme qui est tout simple, il va simplement appeler le thread avec les paramètres et ensuite il va appeler la routine kernel thread exit. Alors, quel est le rôle de cette routine? Elle a 2 rôles. Le premier rôle, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse initialiser le TCB correspondant. Et pour faire ça, on va faire comme si on avait mis un void ici, pas un void, un yield. C'est comme si on avait mis ici un yield. C'est comme si j'avais appelé à cet endroit-là un yield. Juste avant une instruction invisible, juste avant la première instruction, c'est comme si j'avais fait un yield à ce moment-là. Et puis dans ce cas-là, je vais configurer les registres ou je vais configurer mon TCB comme si j'avais eu un yield à ce moment-là. Et ça va me permettre d'initialiser mon TCB correspondant. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est donc d'avoir ce yield virtuel ici. Et la deuxième chose, le deuxième intérêt de cette méthode, c'est que normalement le thread est censé faire une boucle sans fin et jamais terminer.
Mais si par hasard il terminait, alors il faut que je m'assure que je change son état pour dire que le thread maintenant il devient terminé ou il devient zombie et qu'il va être nettoyé après. Donc j'ai quelques nettoyages à faire, j'ai quelques opérations à faire que je ne peux pas m'assurer que mon thread va les faire. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais appeler ici ce kernel thread exit qui va m'assurer que le nettoyage va être bien fait. Et même si le programme ici qui est démarré, même si le thread ici, il fait rien à la fin, il fait juste un return, eh ben pour moi, c'est pas si grave parce que le nettoyage, je vais le forcer ici. Alors, quand on voit ça, on pourrait se dire, ok, mais moi, si j'avais dû faire ça, j'aurais probablement mis d'abord le thread comme premier paramètre et puis les paramètres comme deuxième, quoi. Ça paraîtrait plus logique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Vous allez le voir quand vous allez le faire aussi en assembleur, mais principalement l'idée, c'est que ici, je vais appeler thread avec paramètre. Ça veut dire que quand je vais appeler thread avec le paramètre, ce paramètre-là, il doit être dans R0. On a vu, le premier argument est dans R0. Et si j'implémente ici le paramètre aussi comme premier élément, eh ben, le paramètre est déjà dans R0. Donc ça veut dire que je ne dois pas le déplacer. Si j'avais mis le paramètre en deuxième et puis le thread en premier, j'aurais dû prendre le R1 pour le mettre dans R0. J'aurais une opération en plus à faire pour démarrer et ce n'était pas forcément nécessaire. Donc si je mets ici le paramètre, il est déjà dans R0 et j'ai le thread qui est dans R1 que je peux appeler. Donc voilà, c'est juste une petite optimisation qui est ici et ça explique pourquoi est-ce qu'on a d'abord le paramètre et ensuite le thread. Donc voilà, l'idée qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qui se passait si j'avais ici fait un yield à cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais avoir dans R0? Qu'est-ce que je vais avoir dans R1? Alors dans R0, j'aurai les paramètres. Dans R1, j'aurai le thread lui-même, l'adresse de la routine qui fait le thread. Qu'est-ce que j'aurai dans R2, R3, R4? Je ne sais pas, je peux les mettre à 0 par exemple. Je peux lui dire que tous les autres, R2 jusqu'à R12, je les mets à 0. R13, c'est mon stack, ok, il sera à l'endroit où j'ai mon stack, ça c'est ok. Je vais créer un nouveau stack pour lui, et puis il aura son stack. Le link register maintenant, quel est le link register? Que va contenir le link register si je suis ici? Le link register, c'est où je dois retourner. Donc le link register, lui, il doit pointer ici. Le link register, il doit pointer sur, ici, sur l'adresse de la première instruction de la routine. Parce que quand on va redonner la main, on va retourner à son link register et on va à cette adresse-là. Donc on va initialiser le link register comme si on avait fait un yield virtuel ici. Donc ça veut dire le link si on avait appelé le yield ici, le link register pointerait sur l'instruction de retour qui serait la première instruction du code. Donc voilà, avec ça, on a un petit peu préparé le contexte. Donc maintenant, on sait comment préparer un TCB pour initialiser un nouveau thread. On va mettre dans R0 le paramètre, comme on avait vu, le paramètre du thread. C'est ce qu'on avait mis dans R0, le paramètre. Dans R1, on lui met l'adresse du thread lui-même, le point d'entrée, la routine qui va le faire, comme on avait dit ici. Dans R1, c'est le thread lui-même. R2 à R12, on les met à 0. Le link register, on lui met l'adresse du code de démarrage, l'adresse du startup qui correspond à ce qu'on avait dit ici, l'adresse du startup. L'adresse de kernel thread startup, c'est l'adresse de la première instruction. Donc c'est ce qu'on aura effectivement dans le link register. Le stack pointer, on lui met une nouvelle pile. Quand on va initialiser un nouveau thread, on lui met une nouvelle pile et puis on met le stack pointer au début de cette nouvelle pile. Et il nous reste à initialiser le status register. On va lui mettre tous ces flags à 0. Parce qu'on sait, comme ça, on a une valeur qui est correcte, qui est connue. On lui met les FIQ et les IRQ à 0 pour qu'ils soient activés. On n'aimerait pas qu'au démarrage d'un thread, on désactive l'interruption. Donc, dès qu'on va créer un nouveau thread, on va automatiquement aussi faire que lorsque ce thread aura la main, les interruptions seront actives. S'il veut plus tard les désactiver, ok, ça sera libre à lui, mais au démarrage, elles seront activées. Et puis, on va choisir son mode, on va le mettre en supervisor, dans notre exemple à nous. Si vous avez envie de faire des systèmes qui tournent aussi en mode user, on pourrait imaginer qu'on va démarrer un thread dans un autre mode que le mode supervisor. Ça serait aussi possible. Donc voilà, on a maintenant vu ce premier composant qui est ce concept de processus et de thread, qui est le premier élément d'un OS. Le deuxième, c'est le scheduler. Et le job du scheduler, c'est on a tous ces threads qui sont en attente et le scheduler, il doit choisir sur lequel il donne le CPU actuellement, lequel il laisse tourner, lequel il définit comme running. Ça, c'est le rôle du scheduler. Et le scheduler, il va être appelé soit avec un periodic timer si on a un système préemptif,
et lui, il va dire, ah ok, ben maintenant, je vais arrêter quelqu'un pour donner la main à un autre. Ou alors un événement, ça peut être un événement qui vient de l'extérieur, qui nous dit, là, un sémaphore a été libéré, parce qu'il dit, ah ok, alors le sémaphore a été libéré, alors qu'est-ce que je peux faire comme opération sur ça? Il va réagir à cet événement. Ou alors une interruption qui arrive de l'extérieur, ou alors même un process qui a envoyé un yield, et puis qui lui dit, ben maintenant, je laisse quelqu'un d'autre tourner. Donc le scheduler, son job, c'est d'attribuer le CPU à un des threads qui est en attente. Comme on l'avait vu dès le début aussi, il y a ces deux types de schedulers, les schedulers qui sont coopératifs et les préemptifs. Le scheduler coopératif, c'est un changement de contexte volontaire, et le scheduler préemptif, il a le droit, il utilise un timer pour ça. On utilise un compteur périodique ou un timer qui interrompt le système de manière à ce qu'il ne puisse pas réagir à ça. Il doit s'interrompre. Ok, on a vu déjà que quand on va gérer ces threads, on va utiliser ces fameux TCB pour stocker l'information. On voit ici dans un TCB ce qu'on va stocker. Donc on avait déjà vu, on va utiliser une partie du TCB pour sauver les registres, pour sauver tous les registres de notre processeur quand on change de contexte. On va également mettre l'état, dans quel état on se trouve. Et puis on va lier tous nos TCB entre eux. On va faire une liste chaînée avec tous nos TCB, et puis on va en avoir un qui est défini comme étant le running, ça sera un pointeur aussi sur un des TCB, et puis le scheduler, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va simplement suivre les next pour en trouver un prochain qui serait ready. Dans les TCB, on a également le registre 13 qui va pointer sur la stack, pour avoir chaque thread aura également sa stack. On peut imaginer un système par priorité ensuite. On peut imaginer lier les TCB dans différentes chaînes de priorité et que le scheduler pourra utiliser pour faire tourner d'abord les threads qui ont la plus haute priorité. Nous, dans notre système, on va avoir un seul niveau de priorité. Tous auront la même priorité. Ok, maintenant, ensuite, on avait vu qu'un autre élément important d'un OS, c'est un timer, un compteur périodique, ou un périodique timer. Et là aussi, on a un timer hardware dans la machine qui régulièrement fait des interruptions. Ces interruptions, elles vont être là pour incrémenter un système tick qui va dire depuis combien de temps est-ce que la machine a démarré. Dès qu'on l'enclenche, dès que l'OS est enclenché, il va incrémenter ces systèmes tick. Et puis si j'ajoute à ce système tick l'heure de démarrage, j'ai l'heure de la machine qui correspond à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un des emplois du periodic timer. L'autre, c'est d'informer le scheduler qu'il a le droit maintenant de faire de la préemption sur un processus et de l'arrêter. Nous, dans notre exemple, on ne va pas implémenter ça, mais par contre, on va quand même implémenter dans notre système un concept de temps et avec ce concept de system ticks. Ensuite, on a vu qu'il fallait des moyens de synchronisation. Pour ça, un des moyens les plus efficaces et les plus souvent utilisés, c'est les sémaphores. Donc les sémaphores qui ont été inventés par Dijkstra, qui sont aujourd'hui un moyen vraiment très efficace pour faire ce genre de travail. Un sémaphore, il a en principe deux choses dans un sémaphore. On a un compteur qui permet si le sémaphore il est par exemple à 3, et puis je fais un release du sémaphore 3, il va arriver à 4. Puis si je fais un acquire, je vais le décrémenter. Et puis lorsque ce compteur arrive à 0, alors je ne peux plus le décrémenter, mais les threads qui essaieraient de décrémenter ce compteur, alors se retrouvent dans une liste d'attente. C'est la liste de processus qui sont en attente ici. Donc j'ai besoin de deux choses, il me faut un compteur, et quand ce compteur arrive à 0, il faut que je puisse les mettre en attente. Et si maintenant j'ai l'état comme ça, donc j'ai ici 0 et j'ai 3 threads qui sont en attente. Si je continue à refaire encore un acquire là-dessus, alors je vais me remettre encore en attente. Et si je fais un release et que j'ai des threads qui sont en attente, alors je décide d'en libérer un, lequel, le premier ou le dernier, ça sera, on va voir comment on va faire. Et si j'ai personne qui est en attente, si j'ai rien qui est dans la liste d'attente, alors j'incrémente mon compteur de mon sémaphore. Donc voilà, pour implémenter le sémaphore, on a besoin de ces deux choses. Un compteur et une liste de threads qui sont en attente si le compteur est 0. On va implémenter ça aussi dans notre mini-kernel. Ensuite, on a la gestion de la mémoire. Donc là aussi, c'est quand on va faire un malloc, on a besoin qu'un système nous donne de la mémoire par rapport à de la mémoire qui est disponible. On a vu aussi dans le cours d'OS comment ça allait se passer. Donc c'est le malloc en C, c'est l'équivalent d'un new en Java.
Et on va aussi donc pouvoir gérer notre heap. La heap, c'est par contradiction à la stack. La stack, c'est la mémoire qui est employée pour les variables locales. La heap, c'est la mémoire globale qui est employée quand on fait un malloc ou quand on a des ressources qui sont globales. Dans notre système, on peut avoir des systèmes plus ou moins complexes pour gérer la mémoire. On l'a vu dans le cours d'OS. On peut avoir des best fit, des worst fit, des first fit. Il y a plein de méthodes qui sont disponibles. Nous, on va utiliser une librairie qui s'appelle ftdlib, qui fait partie de la librairie qui vient avec l'environnement qu'on a pour le développement. C'est la newlibc qu'on utilise. Dans cette newlibc, il y a ce ftdlib qui fournit déjà les implémentations pour malloc et free. Donc nous, on va employer ça. Vous n'allez pas devoir, vous, implémenter la gestion de la mémoire. Vous allez implémenter le champ des processus, mais la gestion de la mémoire, on va prendre celle qui vient livrer directement avec le newlibc. Et pour terminer, le dernier point qu'on a dans l'OS, donc c'est l'interrupt handler, un système qui permet de gérer l'interruption, qui permet de les activer, de les désactiver, qui permet de mettre des handlers, éventuellement de gérer des interruptions récursives. Donc tout ce système-là va également être mis à disposition par l'OS. Et c'est ce que vous avez fait, en gros, c'est ce que vous avez déjà fait dans le TP précédent, dans lequel vous avez mis des fonctions qui permettent de faire des on-event, de mettre des événements, de mettre des interrupt service routines qui réagissent à un événement donné, sans vous inquiéter ensuite. Vous avez, vous, implémenté la partie qui était ici, qui gérait la table des vecteurs, qui gérait cette fameuse liste de DRQ handler. Mais ensuite, maintenant que ça c'est fait, on peut très bien imaginer que c'est beaucoup plus facile maintenant de mettre une interruption en route parce qu'il suffit on peut directement l'attacher, l'accrocher avec ce interrupt on event. Ok, donc avec ça, on a terminé la partie aujourd'hui sur les OS. Donc si on récapitule, on a vu le concept de processus de thread, on a vu la différence entre les deux. On a vu que les processus avaient une mémoire qui était séparée, les threads étaient à l'intérieur d'un processus et avaient une mémoire commune. On a vu comment on peut implémenter les TCB, on a vu comment on peut implémenter un changement de contexte d'un thread à l'autre. On a vu ensuite le scheduler, comment le scheduler peut fonctionner, et c'est son job de donner la main à un autre processus. On a vu le concept de periodic timer qu'on va implémenter avec un timer hardware qui fera une interruption et qui va incrémenter une variable. On va voir également le concept de boîte aux lettres. Donc on a vu qu'il fallait un système d'échange entre les différents processus, entre les différents threads. Et ça, on va le faire aussi. On verra un système de message queue. On va l'implémenter dans les TP. On a vu les sémaphores qu'on peut faire avec ce que Dijkstra avait inventé à l'époque, avec le acquire et le wait c'était V et P, les opérations qu'il avait mis dans Dijkstra. Après, ça dépend des langages. Certains disent wait, certains disent acquire. Ben voilà, on fait des opérations sur les sémaphores. On a besoin d'une gestion de la mémoire. Pour vous, pas besoin de la faire. On va prendre celle de newlibc. Et puis la partie qui est interrupt handler, c'est celle que vous avez déjà faite dans le type précédent. Mais c'est aussi un des éléments qu'un OS doit mettre à disposition pour qu'on puisse les utiliser. Voilà, avec ça, ça me termine donc ce troisième cours. Merci pour votre attention et à une prochaine. Au revoir.